Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mizan TV. Nous recevons aujourd'hui François Burga, politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam politique et spécialiste du monde musulman. Bonjour François Burga. Bonjour. Alors nous allons évoquer aujourd'hui deux éléments, le scandale du fonds Marianne et le livre de Madame Blaclair sur le frérisme. Alors rapidement pour présenter le fonds Marianne, sous l'égide de Marlène Schiappa et suite à l'assassinat de Samuel Paty, l'État a financé des associations pour qu'elles combattent les discours séparatistes avec une enveloppe de 2,5 millions d'euros. Une enquête parlementaire a été ouverte après des révélations de la presse sur des financements injustifiés au regard du maigre bilan de deux structures concernées, dont ferait partie le journaliste Mohamed Sifawi. Alors, ma première question, le fonds Marianne est-il à vos yeux un scandale d'État et que révèle cette affaire sur la France d'en haut? Oui, bien sûr. Enfin, c'est un scandale d'État qui est important. Et je dirais que paradoxalement, c'est un scandale d'État dont je me réjouis parce qu'il donne un coup de projecteur brutal sur des coulisses dont on connaît la structure, hein. C'est le pire de ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé récemment, c'est que le gouvernement de M. Macron a mis un terme à l'Observatoire de la laïcité. Il a mis un terme aux travaux de Bianco, de Cadenne, qui étaient des gens absolument remarquables, qui dépensaient un tout petit peu d'argent public pour dire sereinement le droit. Et il a, en quelque sorte, je ne connais pas les montants, mais il a transféré ces fonds publics à ceux que j'appelle affectueusement les experts bidons et maintenant les experts bidons gloutons, parce qu'évidemment, j'ai eu un plaisir particulier à voir que Sifawi s'était auto-attribué 3 900 euros par mois pour faire quelques tweets haineux de temps en temps, que je connais bien puisque j'en suis régulièrement la cible. Et dans ces tweets, le seul argument, il n'aime pas aller au fond, Sifawi, donc il disait, François Burga, il est payé par le Qatar. Et bien qu'il n'ait jamais pu avancer le moindre début de commencement de preuve, euh, il continuait sur ce seul argument, alors de savoir que lui-même est stipendié par de l'argent qui auparavant était utilisé de façon très très efficace, de façon très républicaine. Bien oui, c'est un coup de tonnerre, mais c'est un coup de tonnerre qui contribuera peut-être à réveiller certaines consciences. Autre révélation, on apprenait qu'un des membres de l'association intitulée Reconstruire le commun avait tagué la mosquée de Pantin quelques mois avant d'avoir reçu cette subvention. Faut-il voir un nouveau couac des services de police du ministère de l'Intérieur ou une simple négligence des collaborateurs de Marlène Schiappa? Permettez-moi de rajouter un nom à ceux qui ont été pris en flagrant délit d'avoir la main dans le pot de miel de l'argent public, dévoués à la lutte contre ces mécanismes qui fabriquent des gens capables d'assassiner Samuel Paty. C'est Rudi Reichstadt, c'est Conspiracy Watch. Conspiracy Watch a été de très longue date identifié comme l'une parmi d'autres de ces officines qui prennent un segment de l'intérêt public, une cause commune, hein, ça peut être l'écologie et ça peut être les fake news, le conspirationnisme, et qui le détourne pour criminaliser les adversaires de l'État d'Israël, ou enfin les adversaires, ou ceux qui critiquent les épouvantables débordements de la politique intérieure ou étrangère de l'État hébreu. Et donc, Rudi Reichstadt, dont Libération, hélas, fait un portrait particulièrement louangeux hier, hein, ce qui montre bien l'assise du front médiatique qui défend ces causes-là. Bien, Rudi Reichstadt, avec Mohamed Sifawi, a fait donc partie de cette petite bande, triste petite bande des experts bidons gloutons. Alors, il y a eu effectivement encore un autre volet, c'est qu'on a découvert que, sans surprise, dans la bande du SGCIPDR, il y a des gens qui sont extrêmement radicaux, qui sont islamophobes au premier degré, et qu'on a donc pris la main dans le sac d'avoir participé à des actions complètement inqualifiables. Bah oui, c'est une confirmation, ça parfait un petit peu ce portrait qui a été révélé par ce scandale, dont on va finir, comme je vous le disais, par se réjouir, parce que c'est un peu un rayon de soleil dans un ciel très sombre de l'information sur toutes ces questions-là dans le paysage médiatique de Milan. Vous pensez que c'est une négligence de leur part ou c'est volontaire? Je ne sais pas, Ouais. mais dans les deux cas, vous savez, c'est pas très reluisant pour leur réputation.
François Burga, vous avez pris position notamment sur Twitter à la suite de la sortie du livre de Florence Bergeau-Blaclair sur les frères musulmans en exprimant toutes sortes de critiques. À ce propos, le journaliste de France 5, Patrick Cohen, a été jusqu'à dire que vous auriez mis une cible sur la chercheuse en la traitant de raciste pour ses analyses dans son livre. Que répondez-vous à Patrick Cohen et surtout que reprochez-vous au livre? Alors Patrick Cohen a étendu le spectre d'une accusation qui a été formulée en premier par Erwan Seznec dans Le Point. Erwan Seznec, c'est un monsieur qui juste auparavant travaillait comme par hasard sur Marianne.net. Lorsqu'il m'a interpellé, parce qu'il m'a écrit, je ne lui ai pas répondu pour une raison très très simple, c'est que quand il avait fait mon portrait entre guillemets sur Marianne, il m'avait interviewé, je lui avais envoyé 5 pages écrites soigneusement, et elles étaient évidemment passées à la poubelle, il n'en avait pas gardé mais pas une ligne, c'était spectaculaire, à tel point que l'UJFP, sont des gens, l'Union des Juifs pour la paix, que je salue régulièrement, avait publié intégralement cette interview. Bon, voilà, pour la matrice, c'est donc Le Point qui dit oui, 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 il n'y a pas un lien direct, c'est indémontrable, mais il y a peut-être un lien. Et Patrick Cohen franchit le Rubicon et il dit mot pour mot, il dit le pire dans cette affaire, c'est que cette cible qui a été accrochée dans le dos, hein, on ne fait pas dans la nuance, de Florence Bergeau-Blacker, elle lui a été accrochée par un de ses anciens collègues au CNRS. Juste pour dire, les menaces de mort, tout le monde en reçoit. La particularité de Florence Berchot, c'est que celui qui lui a mis une cible dans le dos, c'est l'un de ses anciens collègues du CNRS, François Burga, qui l'a traité de raciste publiquement et qui a même parlé de racisme scientifique, et c'est évidemment particulièrement grave. Bon, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ce livre n'apporte rien de nouveau. Ce livre étend au territoire de l'Europe la problématique énoncée par Bernard Rougier dans les territoires perdus de la République, dans le droit fil des écrits de Gilles Kepel. Pour faire simple, Gilles Kepel lance la notion de djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire on peut stigmatiser non seulement les acteurs dûment identifiés souhaitant passer à l'action armée, ce qui est normal, ce qui est légitime, mais l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Donc on a déjà un premier mécanisme d'extension. Et puis bien sûr, cette extension de la taille des cibles musulmanes qui sont légitimes, éligibles à la répression violente, parce que quand vous êtes taxé de frérisme ou de séparatisme, l'association, la mosquée, l'association culturelle, le cercle sportif peuvent être dissous avec des conséquences terrifiantes. Hein. Quand on est qualifié de séparatiste dans les médias, on peut avoir envie de quitter le territoire national. J'ai plusieurs amis de confession musulmane qui ont opté pour ce choix terrible-là. Bon, donc on est passé du djihadisme d'atmosphère à au frérisme d'atmosphère, c'est le mot qui intitule la préface de Gilles Kepel dans l'ouvrage de Florence Bergeau-Blacker. Donc l'ouvrage de Florence Bergeau-Blacker explicite l'extension au niveau européen de la dimension sans limite, parce que atmosphère, vous savez, c'est quelque chose, c'est évanescent, hein, c'est nébuleux, on ne peut pas tracer une frontière. Donc, en vertu de la théorie anglo-saxonne du conveyor belt, vous voyez le tapis roulant, c'est pas, enfin, le tapis roulant qui, une fois que vous avez mis le pied dessus, donc si vous mangez 2 kebabs, vous allez 3 fois à la mosquée au lieu d'une seule fois par an, ça y est, vous êtes sur le tapis roulant qui vous emmène vers le djihadisme, vers les attentats, vers l'assassinat de Samuel Paty. Donc le livre de Bergeau-Blacker, c'est une très longue énumération d'individus et d'institutions associatives dont elle estime tout particulièrement lorsqu'ils ne s'expriment pas sur le terrain religieux. Hein. Les pires des musulmans, c'est ceux qui font du sport, ceux qui se mobilisent, les femmes qui se mobilisent contre les violences contre les femmes. Ça, ce sont les plus dangereux. Ce sont les plus dangereux parce qu'ils sont pernicieux, hein, ils cachent leur vraie ambition. Et l'ambition, elle est exprimée explicitement, c'est de substituer un califat islamique aux institutions républicaines, le cas échéant monarchiques, n'oublions pas nos amis belges par exemple, ou britanniques, c'est de substituer le califat aux institutions politiques existantes en Europe. Donc on ne fait pas dans la dentelle. Mais bon, ça c'est à cela que je me suis pris. Mais ce qu'il y a de très grave dans cette affaire, comme on l'a mentionné en évoquant le rôle de Patrick Cohen et du Point, c'est le fait que on a pris un prétexte. Florence Bergeau-Blacker a vraisemblablement reçu pas deux, hein, un tweet
contenant des menaces de mort. Ce tweet, on ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais. Et c'est dommage parce que moi, j'aimerais participer activement à l'identification de l'imbécile criminel qui a écrit un tweet de ce genre. Mais non, ça reste nébuleux. Charlie Hebdo, hier matin, a écrit des vagues de menaces de mort. C'est totalement faux factuellement. En tout cas, on ne nous a pas donné le moindre début de commencement de preuve. Mais sur ce terrain, moi, je veux dire quelque chose d'absolument essentiel. Les menaces de mort, il n'y a pas qu'Auberge Blacker qui en reçoit. Celui qui vous parle aujourd'hui, il en reçoit très, très régulièrement. Très régulièrement. Et encore, je ne leur fais pas la chasse parce que pour trouver les menaces de mort, il faut aller dans les commentaires des gens qui vous ont attaqué. Hein, ce sont leurs followers qui montent en température. Je vais peut-être choquer certains de vos lecteurs, mais moi, je vais vous dire l'un des derniers en date que j'ai reçu. L'un des derniers en date que j'ai reçu, c'était tu as généralement c'est horrible, hein, pardonnez-moi, mais du sperme à la commissure des lèvres parce que tu suces les frères musulmans. Mais tu vas bientôt en avoir plein l'anus. Ça date d'une semaine, d'accord? Après, il y en a ceux qui arrivent les plus régulièrement, c'est je suis un collabo. Je collabore avec l'ennemi, et vous savez que collabo, dans la terminologie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez ce qui arrive au collabo. Donc on m'en rappelle très régulièrement, tu sais ce qui va arriver au collabo. Tu sais que le jour où les collabos vont payer le prix approche. Ça, ce sont des menaces de mort. Jamais, je vais vous dire sincèrement, jamais je les ai pris véritablement au sérieux, c'est vrai, ça n'a jamais, mais jamais quiconque d'autre les a pris au sérieux. Alors qu'un seul tweet de menace de Berger-Blacker stoppe la France et criminalise tous ceux qui contribuent à dénoncer l'irrationalité, le sectarisme de l'ouvrage de Berger-Blacker avec des arguments extrêmement, exclusivement scientifiques. Monsieur Erwan Seznek, il a voulu chercher le pire des tweets que j'avais écrits. Hein. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un tweet où j'avais dit, et je peux le démontrer, c'est très, très, très facilement, je dis Florence Bergeau-Blacker n'a même pas lu les auteurs qu'elle calomnie. Hein. Elle me fait dire le contraire de ce que j'ai dit. Dans l'univers des trolls, on peut inventer la caricature de celui qu'on veut criminaliser, mais pas au CNRS. On décrit au moins, on résume la thèse avant de s'y opposer. Elle ne le fait pas. Si vous voulez lire, ça prend trop de temps, ça ne peut pas entrer dans le cadre de cette vidéo, mais ceux d'entre vous qui veulent plus d'informations peuvent aller sur le blog Mediapart euh, François Burga et vous verrez les 4 derniers papiers. J'ai relayé des gens, ses collègues les plus proches qui la critiquent, mais évidemment vous ne lirez jamais ça dans les médias. Alors on a dit le mot média, peut-être ultime parenthèse. Florence Bergeau-Blacker hurle quand on dit qu'elle est d'extrême droite. Mais c'est drôle, hein, c'est amusant, mais c'est extrêmement éloquent. Il y a un petit événement qui s'est produit il y a 3 ou 4 jours. Quand on va sur Amazon.com et qu'on demande à acheter le livre de Florence Bergeau-Blacker, eh bien, il apparaît, vous avez peut-être, j'espère que vous n'allez pas trop souvent sur Amazon, hein, mais sur les grands sites de diffusion en ligne, on vous dit, ceux qui ont acheté l'ouvrage de ont également acheté l'ouvrage de. Eh bien, je tiens à votre disposition la photo qui dit, ceux qui ont acheté l'ouvrage de Bergeau-Blacker ont également acheté l'ouvrage de Éric Zemmour. D'accord? Florence Bergeau-Blacker a été soutenue par, je ne fais plus le compte, mais je crois 20 organes de presse, du Figaro à valeur actuelle, à évidemment tous les sites de la fachosphère français de souche, Damien Rieu, le célèbre Luizy qui a déclaré son amour à Éric Zemmour. Et moi, je n'ai pas trouvé 1 centimètre carré de presse qui accepte, si lundi matin, l'exception, le site lundi matin, et puis pour un de mes collègues, Rafik Chakat, dont il faut mentionner le nom, eh bien, Orient 21. Mais sinon, pas 1 centimètre carré de presse s'en est pris au contenu si excessif, si dangereux soit-il, si infondé soit-il, de Bergeau-Blacker. Un Et petit mot comment, pour dire que j'ai un co-auteur dans le seul papier que j'ai écrit, s'appelle Souel Chicha. Peut-être connaissez-vous Souel Chicha, c'est le monsieur que Caroline Fourest a réussi à faire vider de l'université libre de Bruxelles parce qu'il avait, et j'en aurais fait autant à sa place, interrompu une vilaine conférence que tenait Caroline Fourest il y a de ça 10 ans maintenant. Voilà. mais comment interprétez-vous justement le soutien de plusieurs titres de la presse française ces derniers, depuis la sortie de son ouvrage? Comment vous interprétez le soutien qu'elle...
tout à l'heure, j'ai mis un. Alors, Charlie Hebdo m'a mis en. Je sais pas si c'est en couverture, mais je suis caricaturé dans Charlie Hebdo. Alors, évidemment, quand on ne sait pas quoi dire, on s'en prend à l'âge de la personne. Donc, Florence Bergeau-Blacker me dit bonne retraite, vous êtes vieux. Ça dit quand même la, la noblesse, hein, de la critique. Donc, Charlie Hebdo fait de moi quelqu'un qui, pardonnez-moi, mais c'est eux qui surinent dessus, etc. Et j'ai mis en dessous l'islam, ce toboggan qui entraîne inéluctablement la gauche vers l'extrême droite. C'est-à-dire que actuellement, le clivage droite-gauche en France ne fonctionne plus dès lors que le sujet, c'est la religion musulmane, les musulmans, l'altérité musulmane. Vous pensez que ça Et on concerne toute voit, la gauche? ben, alors, bon, ça a commencé par le printemps républicain. Le cancer, c'est la gauche valsiste. Mais je dirais que le bruit des bottes fait peur, mais le silence des pantoufles fait presque encore plus peur. Or, à ce jour, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas trouvé un seul segment de la gauche qui se soit opposé, qui ait levé le petit doigt, qui ait fait la moindre critique à l'ouvrage de Florence Bergeau-Blacker. Donc, il y a la gauche qui est activement à l'extrême droite, c'est toute la famille du printemps républicain, c'est tout le fan club de Caroline Fourest, mais il y a toute la gauche qui reste terriblement silencieuse, y compris des organes de presse dont on aurait espéré qu'ils se mobilisent et qui sont, c'est le cas, je dirais, de Mediapart depuis l'affaire Ramadan. Mediapart ne veut plus mettre un doigt de pied sur ce terrain-là, même si les positions d'Eddie Plenel sont très courageuses vis-à-vis des musulmans. Eh bien, à ce jour, un mois après, il n'y a pas le moindre écho de cette terrible étape dans l'accélération de la stigmatisation de la citoyenneté musulmane. Parce que qui est stigmatisé actuellement en France? C'est le musulman qui veut participer au débat public. C'est tout. C'est tout. Ou même à l'activité sociale visible. Encore une fois, Bergeau-Blacker s'époumonne contre les femmes qui organisent la lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, elle, bon, je vais plaisanter, vous avez peut-être vu que Nabil Nasri a pris le départ en vélo pour la Mecque. Florence Bergeau-Blacker, qui était à l'époque une chercheuse à l'IREMAM à Aix-en-Provence, a mobilisé le banc et l'arrière-banc pour faire interdire la soutenance de Nabil Nasri, qui a commis une thèse remarquable sur le rôle que jouait Kardawi dans l'élaboration de la diplomatie qatari. Une thèse remarquable qui n'a jamais occulté certaines pages noires. Kardawi, on peut critiquer certaines de ses prises de position qui étaient tout à fait discutables, mais Florence Bergeau-Blacker, j'ai connu son existence par la directrice de mon laboratoire du CNRS. Et oui, c'est pas normal qu'une chercheuse t'attaque tout le temps sur Facebook. Je ne la lisais pas. J'ai donc appris sa présence physique dans mon laboratoire par le fait qu'elle m'attaquait viscéralement à l'époque où elle faisait ses travaux sur le halal, qui n'étaient pas totalement inintéressants, mais dont une observatrice attentive a dit oh, c'est curieux. Et elle a commencé à dire oh, le halal, c'est bizarre, c'est des non-musulmans qui s'y intéressent et qui se font du fric dessus. Et puis, au bout de 10 ans, elle a complètement changé les conclusions qu'elle tirait d'une même enquête. Elle a dit le halal, c'est l'affirmation du séparatisme, de ses valeurs antinomiques avec celles de la République. Bon, voilà, c'est Pour là finir que. rapidement sur Madame Blaclair, selon vous, son livre respecte-t-il la déontologie scientifique? Bah écoutez, je préférerais que ce soit le CNRS qui le dise parce que moi je suis tellement impliqué. Mais je vais vous donner une piste de lecture. Sur mon blog Mediapart, il y a un des très proches collègues de Florence Bergeau-Blacker qui a été un de ses informateurs. C'est quelqu'un, Homero Rongiu, qui est, on va dire, pour faire simple, anti-frères musulmans. Et donc il s'est épanché un petit peu comme l'a fait d'ailleurs Hawass Seniger. Ils lui ont servi de canne d'aveugle, parce que vraiment, il ne connaît pas grand-chose sur ce terrain. Ils lui ont servi de canne d'aveugle et ils lui ont sorti tous les trucs qu'ils avaient contre les frères. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il allait après les assimiler eux-mêmes à des fréristes. Et donc, Homero Morongiu a commis, vous pouvez le retrouver, une lettre ouverte dont il demande qu'on la diffuse, mais qui n'est pas diffusée, évidemment,
que j'ai mis sur mon blog Mediapart, qui est lettre ouverte à propos du livre. Et là, vous verrez, il y a des phrases qui sont très, très, très éloquente. Je vais peut-être vous en lire une. Il dit Florence Bergeau-Blacker, pour sa part, est montée d'un cran dans la prise de distance avec l'éthique de la recherche en intégrant dans son bagage conceptuel la prescription normative imposée par le chercheur. Elle ne se propose plus de restituer la réalité d'un champ, elle définit en amont la norme musulmane acceptable. Et ça, c'est vraiment aux antipodes de la démarche scientifique. Moi-même, très souvent, et d'ailleurs de la part d'amis musulmans, je dis attention, moi je suis ni moufti, je ne commets pas les fatwas, je ne suis pas un juriste musulman, je ne dis pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour moi, l'islam, c'est ce dont une majorité de musulmans, à un moment donné, en un lieu donné, me disent ce que c'est. Et bien, Florence Bergeau-Blacker, non. Elle dit ce qui est bon, ce qui devrait exister, ce qui ne devrait pas exister. Et à partir du moment où un musulman tient à s'engager dans le corps social ou politique en ne masquant pas son islamité, eh bien, il est illégitime. Pour en revenir à Nabil Nasri, j'ai ironisé un petit peu, il est parti en vélo à la Mecque, j'ai dit l'enquête de Florence Bergeau-Blacker, mais c'est exactement ça, atteste sans discussion possible que le cadre du vélo de Nabil est frériste, hein, la selle salafiste, elle est frein djihadiste. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, elle ne regarde pas ce que font les gens, elle se focalise sur le lexique. Donc, si quelqu'un dit Bismillah, je vais faire ça, elle n'écoute pas ce qu'il va faire. Elle entend le bismillah et l'acteur est discriminé et stigmatisé. Et encore une fois, quand vous êtes stigmatisé, prenons l'exemple du CRI à Marseille, un de mes interlocuteurs, ils sont actuellement au Conseil d'État, eh bien, quels sont dans le mémoire initial qui les a criminalisés, c'est extraordinaire. Vous avez par exemple une judokate, je crois, algérienne, vous me rectifierez si je me trompe, qui refuse de combattre avec une judokate israélienne. Et un des commentateurs de la page Facebook du CRI dit bien vu, on t'appuie ou on te soutient. Eh bien, un post sur Facebook qui n'émane même pas du propriétaire de la page est considéré comme un appel à l'antisémitisme. Donc, vous voyez, on en est là maintenant. Et donc, bah oui, c'est très grave. Oui, c'est très grave qu'il n'y ait pas plus de monde en France aujourd'hui dans la presse dite de gauche qui réagissent. Et jusqu'à présent, eh bien, vous voyez, merci à vous, vous êtes une exception. Je vais faire avec l'Union des Juifs pour le Progrès une petite vidéo. Ça sera une autre exception dans le paysage de la militance française. Sinon, c'est le silence. Voilà, et c'est déplorable. Au-delà du cas de Florence Bergeau-Blackler, les noms de Gilles Kepel et Bernard Rouget sont fréquemment cités dans leur approche critique de l'islam ou de l'islam politique, la frontière entre les deux étant devenue indiscernable dans le débat public. Mais aussi à propos de leur proximité avec certains décideurs politiques, par exemple, au moment de la loi votée contre le séparatisme, assiste-t-on à une dérive de la recherche française sur l'islam? Mais ça, c'est attesté. La proximité des décideurs avec une petite fraction de l'appareil académique. Alors là, je vais vraiment ouvrir une parenthèse. Pour une fois, je vais vous donner une bonne nouvelle. Lorsqu'a eu lieu ce fameux débat, la ministre Frédérique Vidal demandant au CNRS, qui aurait demandé au CNRS de faire une enquête sur l'islamo-gauchisme rongeant le corps universitaire, le CNRS et la présidence la conférence des présidents d'université ont eu une attitude unanime et extrêmement rigoureuse et vigoureuse. Ils ont dit, vous nous demandez de parler de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont collé une gifle à leur propre ministre de tutelle. Donc, j'espère ne pas être trop optimiste, mais je pense qu'une majorité du corps académique actuellement a des positions très saines, ne collabore pas avec la chasse aux sorcières, comme le font malheureusement Kepel, Rougier et Bergeau-Black. Ils sont reliés très, très largement dans beaucoup de médias. Kepel est actuellement à un statut plus ou moins officieux ou officiel d'homme du président, puisqu'elle a été, par exemple, envoyée chez Kais Saïd au nom du président de la République. Caroline Fourest est passagère de voyage, je pense la dernière fois, invitée personnelle du président de la République pour venir en Irak.
eu égard à sa spécialisation sur le problème des Kurdes. Elle est également une spécialiste de l'Ukraine, etc., etc. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait regrettable. Les gens qui soutiennent Bergeau Blacker, il y a eu une tribune, alors on peine à trouver, ils ont dit 800 personnes, mais c'est délirant. Il y a Madame Machin, violoniste, Monsieur Machin, pédalo. Il n'y a pas d'académique de premier plan, mais il y a, sans surprise, Elisabeth Badinter ou tout le carré, ou ce que j'appelle affectueusement le fan club de Caroline Forest. Et pour terminer sur l'aspect académique, l'islam en France est un objet surpolitisé. La perspective d'un travail scientifique islamologique est-il encore possible? Vous avez dit que dans le champ académique, ils avaient réagi face à la ministre qui avait déclaré ce que vous avez prononcé précédemment. Vous pensez qu'on peut toujours travailler sur ces questions-là en toute Oui, liberté? oui, oui, je suis relativement optimiste. Ce qui dysfonctionne en France, c'est pas la production. Moi, je me suis quand même opposé assez systématiquement à la politique étrangère de mon pays dans le monde musulman. J'ai quand même, je n'ai pas été martyrisé par l'environnement scientifique. Ce qui dysfonctionne totalement, c'est que les recherches absolument excellentes, nuancées, ancrées dans le terrain, qui sont produites dans la mouvance du CNRS ne sont pas reliés dans l'espace public, c'est tout. Ne sont médiatisés, mais de façon exubérante. Faites la liste des médias qui ont promu Rougier à longueur de journée et qui ont promu Bergeau-Blacker et regardez en comparaison, je ne veux pas personnaliser, mais m'avez-vous déjà vu une fois sur une télé oubliée, d'accord et donc le dysfonctionnement, c'est le relais médiatique des travaux des scientifiques. Mais à ce jour, on n'est pas à l'abri d'une évolution. Le CNRS, il est piloté par des êtres humains qui sont nommés dans des commissions qui, en dernière instance, relèvent du pouvoir politique. Hein. Donc, il n'est pas dit que ce tout petit noyau qui, au sein du CNRS, soutient les raccourcis ou cautionne les raccourcis de Bergeau-Blacker ne prendra pas le pouvoir un jour. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour terminer plus globalement, depuis le vote de la loi contre le séparatisme, notion floue et amalgamante, quelle est votre analyse globale de la politique de Macron et de son gouvernement, donc Darmanin, Marlène Schiappa, sur l'islam, la laïcité et la cohésion sociale? Sommes-nous en marche vers une confrontation identitaire? Et quelle position les décideurs politiques ont-ils choisi d'adopter et pour quelles raisons? Pour résumer ce qui s'est passé en octobre, je pense que c'est le 2 octobre 2020, au discours des Mureaux, et faire écho à ce que j'ai dit au début sur l'élargissement de la cible légitime de la répression contre l'activisme au sens le plus noble du terme, contre la citoyenneté musulmane, je dirais qu'il y a eu une époque où on criminalisait, où on réprimait légitimement les actes d'une petite minorité de citoyens musulmans qui voulaient passer à l'action armée. Ça, c'était légitime et ça visait les actes d'une minorité. Nous sommes entrés dans une époque où ce ne sont plus les actes, mais les opinions, où ce n'est plus une minorité, mais une majorité. Nous sommes entrés dans une époque où les opinions d'une majorité de musulmans de la France peuvent être légitimement, légalement criminalisées par le gouvernement de M. Macron. Et la ligne rouge, je dirais, a été franchie le jour où le CCIF a été dissous. Pour moi, la France est sortie de l'état de droit le jour où elle a dissous une association qui, par des moyens particulièrement légaux, détournait les citoyens musulmans de toute tentation de recourir à l'action physique, bil yed, n'est-ce pas? Eh bien, le jour où cette association a été criminalisée et dissoute, je pèse mes mots. Jean-François Bayard a dit nous sommes entrés dans l'ère de l'islamophobie d'État. Ces termes n'étaient pas excessifs. Nous sommes sortis de l'état de droit. C'est absolument regrettable. C'est la fin de cet entretien. Merci François Burgat d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie et puis ben, à très bientôt sur Merci Medium à vous. TV. Merci à vous.